Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Hey, bienvenue à ton émission Aventure chasse-pêche, édition web/coronavirus. On te tient informé tout le long de cette pandémie-là sur ton milieu qui est la chasse, la pêche ou encore le trapage. Puis on n'oublie pas les plaisanciers, évidemment, parce que la chasse, vous le savez, souvent, c'est la chasse aux images aussi. Et on sait que vous êtes nombreux à aller prendre la photo. Alors, il y a énormément de règles à respecter aujourd'hui, dont le fait de ne pas pouvoir être regroupé et de filmer en studio. Mais on a pris la décision de continuer à te tenir informé tous les jeudis soirs, 21h, sur la chaîne YouTube et sur le Facebook d'Aventure chasse-pêche. Cette semaine à l'émission, Pascal Blais, le rédacteur en chef du magazine Aventure chasse-pêche, nous fait sa sélection à lui de l'heure appropriée pour pêcher à partir du bord, le fleuve Saint-Laurent. Donc très intéressant parce que ça s'en vient, ça commence à être accessible à plusieurs endroits et vous êtes beaucoup à nous poser la question. C'est d'ailleurs la suggestion d'un auditeur et je vous invite à nous faire vos suggestions de chroniques, ce que vous voulez savoir. On les écoute, on les prend en compte et si on a quelques demandes, eh bien évidemment, on va aller chercher l'information et on vous fait les chroniques. Donc Pascal qui vous fait sa sélection de l'heure pour la pêche à guiche sur le fleuve Saint-Laurent. Moi, je vous présente un véhicule côte à côte de la compagnie Can-Am, un 6x6 de Can-Am, pas de piqué des verres, j'ai eu bien du fun. Regardez bien ça aller. Et je me réserve un peu de temps en fin d'émission pour vous parler des différentes options d'affût au niveau de la chasse. De quelle façon on peut s'organiser, même de façon temporaire, si on n'a pas accès à notre territoire ou quoi que ce soit, sans nécessairement mettre énormément d'argent. Du côté des nouvelles, eh bien évidemment, la grande question. La première était est-ce qu'on a de la chasse ou pas? À ce sujet-là, vous avez vu, on vous a mis une vidéo sur le web et les questions sont rentrées en affluence. Mais oui, mais au niveau de l'enregistrement du gibier, qu'est-ce qu'on va faire? Réponse du ministère cette semaine par voie de communiqué de presse. Le ministère Forêt, Faune et Parcs qui met à la disposition des chasseurs un système au travers duquel, si vous n'avez pas accès à un des postes d'enregistrement qui est légalement ouvert et opérant, système au travers duquel vous allez pouvoir faire votre enregistrement en ligne, donc sur Internet, à l'aide d'un formulaire dont le lien est juste au-dessus de ma tête si on est sur Facebook ou en dessous de ma tête, en dessous de mes pieds si on est sur YouTube. Le lien pour le formulaire d'enregistrement de vos animaux de chasse. La chasse au dindon commence en fin de semaine, l'ours noir s'en vient, ça devient important. Donc, deux façons d'enregistrer. En ligne avec le formulaire, le lien est là ou là, formulaire d'enregistrement de gibier MFFP, ou encore pour ceux qui n'auraient pas accès à Internet, parce qu'évidemment, dans les régions, ça arrive qu'Internet ne se rend pas ou on n'aime pas Internet, eh bien, le service à la clientèle, numéro de téléphone disponible au-dessus ou en dessous, dépendamment sur quelle plateforme tu nous écoutes, on appelle au service à la clientèle ou on envoie le formulaire par Internet. Les deux moyens sont faisables. Sinon, les stations d'enregistrement qui sont légalement ouvertes, pour celles qui le sont, ça va te prendre numéro de certificat du chasseur, évidemment, numéro de permis, parce qu'on n'oublie pas, hein, les règles de chasse, même si on est en pandémie, sont toujours là. Donc, numéro de certificat du chasseur, numéro de permis, l'espèce chassée, évidemment, l'heure, l'endroit, en termes de zone de chasse pour ce cas-ci, va devoir être indiqué. Donc, un peu comme quand tu enregistres ton gibier dans une station d'enregistrement, mais là, on va le faire sur un formulaire, lien là, ou par téléphone. Le numéro de téléphone est au-dessus de moi ou en dessous de moi, dépendamment si tu es sur YouTube ou Facebook. Donc, c'est réglé pour l'enregistrement, ce qui était un gros obstacle pour beaucoup de chasseurs. Maintenant, l'autre obstacle qui est les zones. Je remets en lien, donc on remet en lien, parce que je suis tout seul présentement. On va dire ce qu'il y en est. Kate Nadeau-Mercier, qui joue le rôle de diffuseur présentement, lorsqu'elle a uploadé la vidéo que tu écoutes présentement, a mis en lien en haut ou en dessous, dépendamment de la plateforme que tu écoutes, le lien vers une capsule vidéo qu'on a diffusée plus tôt la semaine dernière, expliquant comment se débrouiller là, dans les fameuses zones, les territoires sociaux hygiéniques ou sociaux sanitaires, et etc. Hein, on n'oublie pas, ce ne sont pas les zones de chasse qui priment ici dans les déplacements, dans les directives de déplacement, mais les MRC et les agglomérés sociaux-sanitaires. Donc, on va aller voir, sur cette vidéo-là, il y a une carte, évidemment, qu'on peut aller consulter en ligne, qui nous donne vraiment les régions séparées du Québec en termes de MRC. Ça aide à comprendre un peu le comment. Donc, on peut aller à la chasse, restrictif un peu. Maintenant, on arrive avec l'enregistrement qui est là.
nouvelles-là. Ce sont toutes de très, très bonnes nouvelles. Tu consultes les liens au-dessus de ma tête ou en dessous de ma tête. C'est super important. On te met le plus d'informations possible. Maintenant, ouverture de la chasse au dindon en fin de semaine. Évidemment, les règles de chasse, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'appliquent même si la pandémie, le COVID-19 n'est pas parti avec la législation. On se renseigne. Hein? Ça ouvre partout en fin de semaine, donc le 24, mais ça ne ferme pas partout aux mêmes dates. Donc, on va sur le site du ministère. On écrit sur Google, là, Dindon sauvage Québec date 2020. Vous allez tomber sur la page qui vous donne vraiment les dates. C'est un beau tableau qui est très, très, très bien fait. On parle des engins, on parle des dates. Pour ce qui est du printemps et pour ce qui est de l'automne aussi, parce qu'évidemment, avec le nouveau plan de gestion, eh bien, on a droit à un deuxième dindon à l'automne maintenant. Maintenant, on fait attention. À cause de cette pandémie-là, les gens se regroupent dans beaucoup plus petits en termes de circonférence de secteur. Donc, il y a possibilité qu'il y ait plus de chasseurs alentour de vous autres. Les règles de sécurité deviennent excessivement importantes. Au départ, au niveau de l'habillement, pour me protéger moi, je veux être camo, mais le dindon, on le sait, il y en a beaucoup qui vont en habit plus civil un peu. Évitez le rouge et le bleu, qui sont des couleurs qu'on retrouve dans la crête et dans le caroncule et sur le bec un peu partout du dindon sauvage. Question d'éviter des accidents potentiels. Un chasseur nerveux qui verrait bouger du rouge ou du bleu et qui ferait feu, qui amène à la deuxième règle, l'identification absolue et certaine de ma cible et de ce qui se trouve derrière ma cible aussi. Donc, je suis sûr, c'est un dindon, il y a une barbe, j'ai le droit de le collecter. Est-ce qu'il y a quelque chose en arrière? Mon dindon, c'est pas un voisin, mon voisin n'est pas un dindon. OK, l'exception ne fait pas la règle. Mon voisin n'est pas un dindon, donc pas de rouge, pas de bleu. J'identifie ma cible correctement. Il va y avoir beaucoup de chasseurs dans les mêmes endroits. Faites attention et faites preuve de diligence. Maintenant, vous savez, je vous le répète, on l'a dit la saison passée, lorsqu'il arrive, parce que ça peut arriver, il y a beaucoup de nouveaux territoires, il y a beaucoup de nouvelles autorisations de chasse à plusieurs endroits en même temps, à l'automne et au printemps. Beaucoup de gibiers vont s'entrecroiser cette année. Lorsqu'il y a une problématique faunique, un présumé braconnage, une information, c'est SOS braconnage. Hein, vous savez, ce sont les agents de protection de la faune. Lorsqu'il y a un problème entre individus, c'est-à-dire qu'il y a un point sur lequel je ne m'entends pas avec un autre chasseur sur un terrain, à savoir qui doit chasser ici ou quoi que ce soit, appelez pas à SOS braconnage pour autant. Vous allez les congestionner. Ça, c'est du ressort de la police, des agents de protection de la faune, eux gèrent les matières fauniques. Donc, c'est la police qu'on appelle à ce moment-là. Hein? Caractère faunique, agent de protection de la faune, caractère humain, on appelle les forces de l'ordre, tout simplement. On ne souhaite pas que ça se passe. Maintenant, on prévoit un peu plus qu'on se pile sur les pieds. On appelle à la diligence. Les chasseurs, vous êtes une belle communauté. On est une belle communauté. On est capable de faire de la place à tout le monde. Mais la rigueur est de mise ici et la prudence est de mise, s'il vous plaît. En terminant l'introduction, la chasse qui est presque plate de parler cette année parce que tout ce tumulte-là la tue un peu, c'est la chasse à la sauvagine. Évidemment, avec la règle du 2 mètres, les déplacements dans les automobiles à une personne, les déplacements entre les territoires, puisque la sauvagine est souvent concentrée dans des régions particulières, bien, les régions plus éloignées n'ont pas accès. Les régions plus proches ont accès, mais ne peuvent pas y aller en groupe. Ça tue un peu l'espèce de dynamique où est-ce qu'on est plusieurs cachés, un qui cale, qui donne le go. Ça s'organise à 2 mètres, ça s'organise. Mais c'est sûr, et on vous comprend, et on les reçoit, vos messages, les chasseurs de sauvaginiers, on les reçoit. Malheureusement, pour cette année, ça va être partie remise vers l'automne dans la deuxième passe de chasse, dans la deuxième grande passe de chasse. Mais pour ce qui est de loi blanche présentement, eh bien, ça a ses difficultés. Oh, j'allais dire, on s'en va à la pause, mais on n'a pas de pause présentement. On est en version exclusive web, donc il n'y a pas de publicitaire. Juste l'autre bord de l'intro, on va dire ça de même. Pascal Blais, notre rédacteur en chef du magazine Aventure Chasse-Pêche, qui vous parle de ses choix de l'heure à lui pour la pêche à gué sur le fleuve Saint-Laurent. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On a reçu quelques questions dernièrement concernant la pêche au fleuve Saint-Laurent. Okay? On sait, on est en période de confinement. On peut aller à la pêche, mais il faut s'exécuter près de la maison. Plusieurs personnes restent proches du fleuve Saint-Laurent et bon, on nous a demandé de faire une sélection de leurres à partir de la berge qui pourrait être efficace pour plusieurs espèces de poissons.
Donc, je vous ai sorti 3 leurres ici qui sont efficaces pour le doré et le brochet en début de saison à partir de la berge. Le premier, c'est un incontournable, c'est le Gold Alive 4 pouces Minnow. Gold Minnow Alive, excusez. C'est un leurre souple qui est odoriférant, de 4 pouces de longueur, qu'on fixe sur une tête plombée, une tête de jig. Un quart à une demi à 3 quarts si vous avez vraiment beaucoup de courant et que la profondeur est importante. C'est un leurre que plusieurs guides utilisent durant toute l'année pour prendre des dorés. Donc, il est bon en début de saison, il est bon en milieu de saison, peut-être un petit peu moins. Puis, on a une recrudescence là, de productivité à l'automne. 4 pouces, c'est une longueur quand même idéale pour les poissons carnassiers comme le doré et le brochet. Je porte attention sur la couleur ici. J'ai un chartreuse entre les mains, puis c'est pas pour rien. C'est une couleur qui est très visible sous l'eau, même si l'eau du fleuve peut être teintée, peut être sale, entre parenthèses. Là. Donc les poissons vont le voir quand même assez bien sous l'eau. Pour utiliser ce leurre-là, on va le lancer le plus loin possible. On va laisser l'anse du moulinet ouvert quand le leurre va atteindre la surface de l'eau pour que le leurre descende vraiment en direct ligne sous l'eau. Si on ferme l'anse du moulinet, le leurre va avoir tendance à rapprocher de nous, ce qu'on veut pas. On veut couvrir le maximum de terrain. Une fois que le leurre va avoir touché le fond, on ferme l'anse du moulinet. On va récupérer par petites saccades, toujours en conservant le mou de notre fil, pour que le leurre sautille sur le fond comme ça. C'est à ce moment-là qu'on réussit à avoir le maximum d'efficacité du Gold Minnow 4 pouces. On change de registre, un poisson nageur. Le poisson nageur que j'ai ici, c'est le 3DB de Yo-Zuri. C'est un leurre qui est efficace quand il y a des, surtout quand c'est ensoleillé. Ce leurre-là a des prismes réfléchissants sur le côté. Ça agit un petit peu comme un miroir, donc quand le soleil va arriver sur les côtés, ça va refléter un petit peu comme une cuillère. C'est très efficace. Même s'il ne fait pas soleil, il garde quand même une certaine efficacité considérant qu'il y a des billes dedans. Quand on va l'activer, il va s'émettre des sons, des petits sons de billes qui cognent dans le leurre. Les poissons vont être attirés par ça. Donc, même si on a des eaux sales, des eaux teintées, le poisson va être en mesure de focusser son attaque, de savoir d'où viennent ces bruits. Autre considération de ce leurre-là qui est vraiment intéressante en eau froide, qui est en suspending en anglais, c'est que c'est un leurre de suspension. Donc, même si on arrête de les récupérer momentanément, le leurre ne partira pas à monter ou ne partira pas à descendre. Il va rester entre deux eaux. On va le récupérer lentement, on arrête, il va rester là. Donc, c'est vraiment génial quand les eaux sont froides, les poissons sont amorphes, ils vont lentement. Donc, ça nous permet de faire des pauses, d'avoir un leurre lent, puis qui est aussi efficace pour des poissons qui sont, comme je le disais, là, lents et amorphes, considérant les eaux froides. Donc, le Yo-Zuri, le 3DB, c'est un leurre efficace. Puis, allez-y dans des teintes là, assez miroitants, là, surtout quand il fait soleil, pour justement profiter de la luminosité là, ambiante. Un autre leurre ici que peu de monde connaissent, c'est le Wild Eyes Goby de Storm. C'est un leurre souple avec une queue de type paddle tail, donc la queue, quand on va récupérer, va danser de gauche à droite. Ça va émettre des pulsions sous l'eau qui vont être perçues des poissons, quand même à grande distance. C'est un leurre qui imite parfaitement un goby. Là, on parle ici d'une longueur d'environ 4 pouces de long, avec les couleurs, ma foi, qui sont vraiment imitatrices du goby. Ce qui est intéressant de ce leurre-là, c'est qu'on n'a pas de montage à faire. Il est vendu avec la tête plombée intégrée et l'hameçon. On a seulement qu'à l'attacher, le lancer le plus loin qu'on peut et le récupérer lentement près du fond. J'insiste sur le récupérer lentement près du fond parce que le goby, c'est un poisson qui n'a pas de vessie natatoire. Donc, il va toujours nager la bédaine à côté au fond. Si on veut représenter au maximum cette espèce de poisson-là qui est quand même en grande quantité dans le fleuve, c'est de cette manière-là qu'on doit le pêcher. Donc on y va lentement, on récupère de façon quand même assez constante pour que la queue travaille. Et puis on devrait avoir du succès là, avec ce leurre-là. En terminant la capsule, je veux juste revenir sur la pêche à gué. La pêche à gué, ça implique qu'on lance. Et plus on va lancer loin, plus on va couvrir de terrain. Et en théorie, on devrait avoir plus d'attaques, considérant qu'on va interagir avec plus de poissons. Il y a 3 petits aspects que je veux revenir aujourd'hui pour maximiser la distance de lancer. Une part, la canne à pêche. On va choisir celle la plus longue qu'on a sous les mains.
Ça va propulser notre leurre plus loin, on va faire des lancers plus loin, puis l'aspect catapulte va être là. Considérant l'aspect catapulte, on doit aussi choisir une canne qui n'est pas nécessairement très rigide, pour que justement elle s'arque sous la pression du leurre qu'on va lancer. Donc, avec l'aspect ressort de notre canne à pêche, le leurre va encore prendre plus de distance. Une puissance moyenne, je vous dirais, habituellement, fait un bon travail. En ayant une canne longue et une puissance moyenne, on gagne en distance. Autre point qu'on néglige aussi souvent, le fil à pêche. Le fil à pêche est très important pour lancer l'eau. Moi, je vous suggère un fil de 8 à 10 livres maximum. Un petit diamètre de fil aide à propulser le leurre très loin. Côté type de fil, un fil fusionné peut faire l'affaire, mais j'irais plus du côté d'un tressé. Un tressé, habituellement, est encore plus souple. Donc, quand il va sortir du moulinet, qu'il va traverser les anneaux, on va avoir un minimum de résistance. On va propulser notre leurre encore plus loin. Ça peut paraître banal, tous ces petits trucs-là, mais tout mis ensemble fait en sorte qu'on va gagner en distance et qu'on va prendre plus de poissons. Là-dessus, je vous souhaite bon confinement et surtout bonne pêche. Si vous pouvez y aller, moi, je vous souhaite des beaux poissons. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Cette semaine, je vous présente le Can-Am Defender 6x6 DPS, un côte-à-côte utilitaire de travail, un outil de bombe pour les chasseurs, trappeurs, pêcheurs, villégiateurs, tout le monde qui a un camp ou qui travaille dans le bois, travailleurs forestiers. 6x6, ça veut dire traction, sélectionnable du bout des doigts, mode 4x4, 6x6 à différentiel autobloquant. Capacité de remorquage annoncée par le fabricant dans ses fiches techniques de 2500 livres, mais on aurait testé jusqu'à environ 3000 livres de capacité de traction, donc remorquage. Capacité de charge utile dans l'immense benne arrière de 1000 livres. Un outil de travail, somme toute, idéal pour n'importe qui veut déplacer des choses, dont un orignal ou un chevreuil. La nouvelle motorisation qui est appliquée par Can-Am sur le véhicule, c'est un peu l'évolution 2020 du Rotax 1000 qu'on connaît, c'est la motorisation HD10. Somme toute, une vraie bête qui va être accessoirisable comme vous le voulez pour vos travaux. On va aller voir ça de plus près. Moi, ça me tente. Sous le bloc suspension et entraînement, on remarque que les bras ont été archés. Les bras du bas, question d'augmenter le dégagement au sol, qui est quand même généreux. On parle de 13 pouces ici pour un véhicule côte-à-côte utilitaire comme celui-là. Le généreux débattement de 11 pouces au niveau de la suspension monocylindre avant et arrière, qui est très agréable de roulement sur la route. Tout ça repose sur des Maxxis Bighorn 2.0 de 27 pouces montés sur des jambes de 14 pouces pour un maximum de traction et de confort. L'avantage d'un 6x6, la traction, évidemment dû au contact avec le sol. C'est 4 fois 11 pouces de contact avec le sol à l'arrière et 2 fois 9 pouces à l'avant. C'est la largeur des pneus du véhicule. Donc, énormément de contact, beaucoup de traction conférée par l'énorme moteur. En plus, la triangulation de la suspension du véhicule lui confère 294 cm de large, ce qui fait énormément de stabilité dans les déplacements pour un véhicule, avant de faire le plein, qui pèse 1944 livres. Ça va porter beaucoup, très agréable à conduire. Si on parle de plein, c'est 40 litres qui rentrent dans le réservoir. Maximum d'autonomie. En dehors du caractère 6x6, ce qui nous intéresse énormément sur notre Defender, c'est la capacité en termes volumétriques et en termes de charge active de la benne arrière, 4,5 pieds par 6 pieds, pour un total de capacité de charge active de 1000 livres. Votre orignal, il embarque là-dedans, il n'y a pas de problème. Benne qui est entièrement convertissable en flatbed et qui est aussi, excusez-moi l'anglicisme,
mais dompeur. Sous ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Sous le capot, en temps normal, ici, c'est sous la benne, le fameux Rotax 1000 que vous connaissez tous, V-Twin de Can-Am. Et ici, la révision 2020 qui est la nouvelle motorisation HD10. On parle de 82 forces de moteur, 69 livres de torque. Le tout qui est contrôlé à l'avant par, dans un premier temps, les rapports standards que vous connaissez au niveau de la transmission, c'est-à-dire le reculon, le low, le high et le park. On a 3 modes aussi de travail actif, soit le économique, le standard et un mode travail. Hill Descent Control très intéressant et un Intelligent Throttle System qui va faire qu'on n'aura pas une accélération à tout casser la minute qu'on touche à la pédale. C'est très bien cadencé, c'est très bien géré. Évidemment, différentiel auto-bloquant, maximum torque au niveau des joints de transfert. Donc, un véhicule qui est très puissant, mais somme toute super actif et super efficace au niveau remorquage, au niveau chargement. Ça sort des sentiers à peu près ce que vous voulez sortir de là. L'habitacle de notre Can-Am Defender 6x6 DPS, c'est spacieux, confortable et ergonomique. On commence avec une banquette complète, 3 places, moelleuse, avec 3 ceintures de sécurité. Remarquez la grosseur des boucles qui sont faciles à manipuler avec des gants, enfin. Et ça fait partie des améliorations que Can-Am a faites au fil des années au niveau de l'ergonomie. Je remarque rapidement que j'ai accès à tous mes contrôles et ce aisément. Je ne chercherai pas pour ouvrir les portières. C'est facile. Et évidemment, tout ça est accessoirisable à souhait. On peut rajouter des radios, des GPS, des haut-parleurs, d'autres types de cages, d'autres types de portes. C'est infini. Au niveau de la capacité de rangement, beaucoup de compartiments de rangement. Je remarque aussi des prises 12 volts. Et le clou du spectacle au niveau du rangement, regardez bien, mesdames et messieurs, je pars avec ma boîte à lunch. Et oui, vous avez un coffre à gants amovible. Bye-bye! Ma note pour le Can-Am Defender 6x6 DPS, c'est simple, c'est le maximum de capacité de traction, de charge utile, de puissance et de versatilité qui a jamais été conçu sur le marché. Ça en fait un outil de prédilection pour n'importe qui veut travailler sur à peu près n'importe quoi dans le bois. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ouais. Je prendrais bien ça, un 6x6 comme ça, moi, pour les émissions. Tout le temps, il embarque du stock là-dedans pour amener la famille. Ben, après le COVID-19, après le COVID-19, on peut embarquer toute la famille ensemble et partir à la chasse, ça serait génial. Je vous parle des différentes options au niveau de l'affût pour la chasse pour une raison très particulière. Je suis contraint présentement dans des choix qui ne sont pas évidents, c'est-à-dire que, oui, la chasse au chevreuil et à l'orignal vont être beaucoup plus tard. Présentement, j'ai dindons et ours qui arrivent et je dois faire des choix face à ces deux zones temporelles de chasse-là, si on le veut. C'est-à-dire, est-ce que je mets toutes mes énergies près de chez moi, en considérant le fait que je n'aurai peut-être pas accès à mes territoires de chasse, ou si j'attends d'avoir accès, j'attends que le gouvernement, comme il a été question dans la dernière semaine, réouvre les régions. Parce que vous le savez, c'est pas juste une rumeur. M. Legault, ça fait 2 ou 3 fois qu'il en parle. Il y a possibilité de réouvrir les secteurs, les régions. Maintenant, j'ai à faire un choix. Est-ce que je mets du temps sur un terrain à côté de chez nous ou si j'attends de retourner où est-ce que j'ai ma cache puis j'ai tout à côté du chalet? Dans le cas où est-ce que je veux le faire à côté de chez moi, bien, je veux quand même avoir un poste d'affût qui peut être intéressant, par exemple, pour l'ours. Et souvent, on va aller penser que ça prend absolument un Tristan, une grosse cache ou un... Bon, c'est sûr que l'utilisation de caches de bois ou encore de caches surélevées de type Mirador, on va penser aux tree stands. Et les tree stands, maintenant, on a des tree stands qui sont hautement sophistiqués, qui sont faciles à installer, qui sont très sécuritaires. On fait affaire, nous autres, avec True North, entre autres, qui nous fournit des tree stands dans lesquels on peut être 2
après COVID-19 encore là, pour filmer. Je me répète souvent, hein, mais c'est parce que ça me bug moi aussi, comme vous autres, toutes ces mesures à suivre-là. Donc, des tree stands qui sont très sécuritaires et qui se déplacent facilement. Donc, dans ce cas-là, ce serait un investissement que je pourrais faire, par exemple, m'acheter un True North et le redéplacer au besoin. Mais bon, une cache de bois, une cache en hauteur, donc un mirador, évidemment le poste d'affût en tree stand ou encore la tente au sol. Puis la tente au sol, même pour l'ours noir, là, c'est applicable. Nos filles de bois l'année passée, entre autres, ont fait leur chasse à l'ours noir avec une tente au sol. Donc, je dois trouver une solution là-dedans la plus économique possible. Moi, je vais aller vers la transportabilité. Le tree stand qui me permet d'être en hauteur, gestion des odeurs beaucoup plus facile. Moi, j'ai le vertige, je suis pas mal momoune là-dessus, mais si vous aimez ça, tree stand en hauteur, meilleure gestion des odeurs. Je peux l'enlever, le déplacer. Donc, mon investissement, je le transporte. Puis, c'est pas un investissement qui est aussi élevé que de me refaire tout un setup de cache ou de mirador ou de quoi que ce soit. Donc, mon choix numéro 1 est le tree stand, évidemment. Choix numéro 2, la tente au sol, parce que la tente va me servir dindon, ours, chevreuil, orignal un petit peu moins, par exemple, à moins de travailler sur des passes, mais bon. Et c'est transportable aussi. Peu coûteux, transportable. Mais ne négligez pas nos amis les arbres, entre autres. Il y a beaucoup de chasseurs de dindons qui chassent le dindon à côté sur un arbre avec juste un petit paravent de toile en avant d'eux autres. Bien, ça se fait pour le chevreuil et pour l'ours aussi. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des éléments naturels pour se cacher. Souvent, plus souvent qu'autrement, mes chasses à moi se sont soldées avec des décors naturels comme ça, c'est-à-dire un buisson, un pan de montagne. Donc, chasser à flanc de montagne en ayant une vue plus élargie, avec des tirs d'un fois plus longue distance, mais quelques roches font l'affaire, ou souvent de juste être plus élevé dans la montagne fait qu'on ne me voit pas de partir du sol parce que l'animal marche et regarde à la hauteur de ses yeux, à moins qu'il entende un bruit et lève la tête. Donc, les éléments naturels sont souvent, pour ne pas avoir à investir sur ces caches-là, ces miradors-là, ces tentes-là, sont de très, très bons éléments. Puis en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir la dernière technologie de cache ou de mirador ou de tente ou de tree stand pour faire une chasse qui est efficace, même qu'au contraire, vous retirez un élément qui peut être un élément nouveau et gênant dans l'habitat naturel de ce cerf-là, ce chevreuil-là, cet ours-là ou le dindon un peu moins. Là. Parce qu'il ne faut pas se cacher que des gros chevreuils, des gros orignaux, souvent, ne sont pas gros pour rien. Ils sont gros parce qu'ils ont réussi à déjouer les chasseurs du passé, ils ont réussi à s'habituer à l'apparition de nouvelles choses qui sèment le doute, puis qui font qu'ils vont changer de territoire ou qu'ils vont changer leurs habitudes pour s'adapter. Parce qu'oubliez pas que ce chevreuil-là, cet orignal-là, eh bien, c'est un repas potentiel, hein? C'est une proie dans la vie de tous les jours. Donc, dans le doute, lui, il se sauve. Alors, de ne pas utiliser de technologie de grosses caches ou etc., mais ça peut me donner un sérieux avantage. Alors, pensez-y, les caches naturelles, les abris comme les arbres, les buissons, les flancs de montagne sont souvent, pour plusieurs grands chasseurs à qui vous allez parler, des points d'affût à prioriser par-dessus n'importe quelle installation sophistiquée. Non, vous ne pouvez pas mettre une chaufferette, mais souvent, aller chercher un animal de plus grande taille, ça coûte d'avoir les pantalons un peu mouillés puis d'avoir un petit peu plus froid, mais ce sont tous de très bons postes d'affût qui sont utilisés à longueur d'année, COVID-19 ou pas. Donc, dans votre cas, présentement, où est-ce qu'on a un choix à faire sur un territoire plus proche, à savoir, est-ce que j'investis dans une nouvelle installation quand je le sais que j'en ai dans mon territoire de chasse? Mais considérez les tree stands et les tentes, puisqu'elles sont déplaçables et réutilisables et peu chères, mais considérez aussi le fait que vous pouvez le faire sans absolument rien. Sans absolument rien, les grands chasseurs le font tous. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Nous, on vous revient la semaine prochaine. N'oubliez pas que présentement, sur le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche, la revue et Aventure Chasse-Pêche, l'émission, vous avez des concours qui sont là. Allez les voir, participez au concours. On a des beaux prix. Un fusil de calibre 12 du côté de l'émission, un modèle 835 Mossberg. On a un beau sonore aussi du côté de Aventure Chasse-Pêche, le magazine sur Facebook. Et les concours là, se succèdent comme ça. Vous restez connectés sur notre chaîne YouTube, sur nos Facebook. Vous venez nous poser des questions. On vous tient au courant pendant cette pandémie-là. Et chose sûre, on va être ici, là, devant la caméra. Bien, pas nécessairement ici, parce qu'on se trouve des nouvelles places pour tourner. Mais on va être avec vous autres jeudi soir, la semaine prochaine aussi, 21h. Manquez pas ça. Et partagez l'émission, s'il vous plaît, pour que l'ensemble des Québécois puissent avoir les mêmes nouvelles au même rythme que vous les avez présentement. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.